C'est donc parti pour ce moment des bonheurs dans votre émission Maman Mag. Vous le savez bien, nous sommes là chaque jour du lundi au vendredi pour vous apporter toutes les bonnes couleurs que vous désirez, chers téléspectateurs. De partout où vous suivez Malaika Télévision, nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme et je vous salue avec beaucoup de joie. Vous le constatez, il y a un sourire sur mes lèvres, ce qui veut dire simplement que l'émission d'aujourd'hui est top. Simplement parce que nous avons des invités top, nous avons des chroniqueuses top, nous avons également des téléspectateurs top. Vous le savez bien, nous passons des très bons moments à travers ce programme. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'un sujet qui touche de près voilà, la population ou les populations des différents points. Vous qui allez nous suivre parce que Malaika n'est pas seulement suivie ici en République démocratique du Congo. Un très bon sujet pour vous parce que vous êtes spécial, chers téléspectateurs. On se retrouve derrière cette transition pour vous le communiquer. Depuis un temps, dans notre société, de plus en plus, on parle du développement personnel. Alors, on va essayer de savoir c'est quoi un développement personnel. Est-ce important? Ça joue quel rôle dans notre société? Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça ajoute un plus? Ou voilà, c'est seulement par habitude ou parce qu'on a entendu parler du développement personnel dans un autre pays? C'est comme ça qu'on l'a ramené aussi ici chez nous. On en parle avec des invités qui sont sur ces plateaux. Des sujets du jour, devenir un leader influent et positif. Nous allons développer ce sujet avec vous, Madame Nelly Tchela. Vous êtes coach en développement personnel. Bonjour et bienvenue sur ce plateau des Maman Mag. Bonjour madame. Vous vous portez bien? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous voir face à face comme ça. On vous suit, on vous lit, on vous écoute, mais voilà. Et aujourd'hui, on est là en direct. Et d'ailleurs, on va profiter, comme Madame Rebecca l'a dit tout à l'heure, on va faire cette consultation en direct. Le plaisir est partagé, madame. Voilà, elle est coach en développement personnel. Chères dames, chers messieurs, prenez vos carnets, prenez des stylos ou encore des enregistreurs dans votre téléphone. Vous allez quand même noter quelque chose, vous allez apprendre en direct sur Malaika Télévision à travers ce programme Maman Mag. Nous avons une deuxième invitée parce que le plateau d'aujourd'hui est vraiment féminin. Elle s'appelle Prof Irène Ngoyi. Elle est professeure associée des universités. Bonjour, chère prof. Bonjour, madame. J'espère que je vous ai bien présente. Ah, mais bien sûr. Vous, on ne sait jamais. On risque d'être corrigé en direct. Non. Professeur associé des universités. Bien sûr. Ah, c'est quoi déjà la différence entre quand on dit un professeur ordinaire et puis voilà, professeur simple? Il faudrait ajouter associé. Pourquoi professeur associé? Oui, ce sont des grades universitaires. Nous commençons, le premier grade, c'est l'assistant. Après l'assistant, nous montons le chef des travaux. Après le chef des travaux, tu as ton 2A, tu as ta thèse, et là, tu es professeur associé. Ok. Et là, tu es nommé. Ok. Tu es professeur associé. Après professeur associé, nous montons encore des grades, professeur ordinaire et professeur émérite. Ce sont des grades dans notre carrière. Hein. Oh. Ah oui, oui, quand on est professeur émérite, allez, on se le pose pas, mais c'est le top des tops. Merci beaucoup. Et donc, les deux autres là, je ne sais pas comment les introduire, comment les saluer, parce que là, vous allez constater que la querelleuse est là, et puis il y a Maman Pasta. Naomi Chako, c'est un plaisir pour moi de partager de nouveau ce plateau avec vous. Voilà, le plaisir est très partagé. On est face à un professeur, une professeure. On est face à un professeur des universités, voilà, il faut le comprendre. Elle va nous corriger parce que vraiment, il y a le féminin, il y a le masculin. Face à la coach, je crois qu'ensemble avec les téléspectateurs, nous allons passer des moments très très agréables. Des moments agréables et surtout que maman Mima Lusamba, j'aime bien t'appeler Mwamboui, affectueusement comme ça. Vous allez bien? Je veux très bien, j'étais en train de rigoler tout à l'heure. Article qui est zongi. C'est pas possible. Ça fait plaisir d'être encore là avec toutes belles sur ce plateau, les dames.
Je salue aux nombreux téléspectateurs que nous suivent en ce moment. C'est Mama Mag. Avec Mama Mag, il y a de bons moments. On passe de moments de qualité. Soyez là, restez branchés parce que nous allons encore passer aujourd'hui des moments de qualité. Un plateau féminin, parce qu'il n'y a que les dames, mais attention, voilà, si l'émission n'est pas féminine, parce que derrière les caméras, il y a les hommes, et à la réalisation, il y a une dame, et puis à la régie, il y a un homme, et tout ça là. Il y a, voilà, les genres existent encore. Voilà. On va dire merci à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent en ces moments. Nous voulons commencer déjà, comme l'équipe est bien positionnée, nous allons décoller avec notre sujet du jour. Nous parlons du leadership. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va dire qu'il y a quand même des abus, ça et là. Il y a des gens qui s'en abusent avec le leadership. On ne comprend plus qui est leader et qui ne l'est pas. On va vraiment entrer en détail pour pouvoir avoir des détails, voilà, permettez cette tautologie avec les invités qui sont sur les plateaux. Madame Nelly, nous commençons avec vous. Vous êtes coach en développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, pour parler du leadership, il paraît que le développement personnel entre dans le leadership. Déjà, pour commencer, cela est vrai ou pas? Alors, c'est vous qui m'appelez coach, mais moi, je suis conférencière en leadership vertueux. Je suis juriste, je suis agrégée en langue française et je suis aussi écrivaine parce que j'ai écrit pas mal de livres et entre autres le développement personnel qui aborde justement les leaderships vertueux. Pour répondre à votre question, si le leadership fait partie du développement personnel est inclus dans les leaderships. Parce que, est-ce qu'un leader, déjà pour peut-être enchérir ma question, un leader a vraiment besoin du développement personnel, d'être coaché pour ce développement personnel? Je pense que cette question est mieux posée maintenant. En fait, pour être leader, il faut inspirer les autres. Il ne s'agit pas, comme nous les connaissons ici en RDC, parce que ce terme a vraiment perdu son sens. J'aime bien dire sa quintessence, parce que tout le monde se fait appeler leader à tort et à travers, mais en réalité, pour être leader, il faut inspirer les autres. On ne peut pas se dire je suis leader, ce sont plutôt les autres, parce que tu les inspires, alors ils t'appellent leader, mais on ne peut pas se proclamer leader. Donc voilà pourquoi un leader a besoin de travailler sur lui-même pour être sa meilleure version. Et c'est cette meilleure version-là qui inspire les autres, qui attire les autres. Donc il faut un grand travail de développement personnel sur soi-même pour être sa meilleure version. Et donc, les leaderships ont besoin du développement personnel. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. On va déjà entamer le sujet du jour parce que nous parlons du leadership et on va influencer positivement. Du coup, on va savoir c'est qui un leader. Parce que tout à l'heure, vous disiez les gens se font appeler leader à tort et à travers. C'est qui un leader? Du coup, ça va permettre aux téléspectateurs qui nous regardent dans ces moments de se situer parce que des fois, on est derrière les gens, on court derrière les gens, leader, leader, leader. Mais par rapport à les définitions, on peut se situer pour savoir qui a appelé leader. Oui, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en RDC, ce terme a vraiment perdu sa profondeur, toute sa source. Parce qu'en réalité, pour être leader, il faut inspirer les autres. C'est une question d'être, pas d'avoir. Donc c'est plutôt la culture de l'être et non la culture de l'avoir. Ce n'est pas parce que nous sommes pendant la période post-électorale, préélectorale, et donc on fait la campagne, etc. On distribue des t-shirts, on distribue de l'argent, et alors les autres nous appellent leaders. On ne l'est pas en réalité. C'est juste un candidat qui est en train de faire sa campagne, mais ce n'est pas un leader. Donc ça, on doit être clair. Ce n'est pas du tout ça, le leadership. Ok. Alors, Prof Irène, c'est qui un leader? Parce que là jusqu'ici, on n'est pas vraiment situé. Nous allons peut-être continuer à appeler n'importe qui leader. On le voit parce qu'il vient avec des t-shirts, il se présente avec des pagnes, et puis du coup, on s'est dit, c'est vraiment un leader parce que c'est lui qui connaît parler, c'est lui qui partage, qui a des biens. C'est qui un leader? À la définition de savoir qui est un leader, je peux vous dire que le mot leader court dans tous les sens. Et surtout dans notre pays, ça court dans tous les sens. Mais tout ce que nous on peut retenir, à part ce que Mme Nelly vient de dire, un leader c'est quelqu'un qui inspire, mais c'est quelqu'un aussi qui peut guider. Par exemple, nous les enseignants, nous devons être des leaders pour nos étudiants. Je ne dis pas que nous sommes.
Mais nous devons être normalement des leaders pour nos étudiants. Ça signifie que nous devons être là pour les guider. Et nous devons en même temps les aspirer. Ils doivent aspirer à devenir comme nous. Donc, en d'autres termes, vous devez être des modèles. Mais bien sûr, un leader, c'est un modèle. C'est un modèle au vrai sens du mot. Mais ce n'est pas un modèle à la manière congolaise. Je m'excuse, ce n'est pas un leader à la manière congolaise où nous trouvons tout le monde, on confond des choses. Je m'excuse un peu, dans notre pays, nous avons l'habitude de confondre des choses. Tantôt, vous voyez quelqu'un qu'on appelle leader, mais quand tu regardes la personne, rien de leadership. Rien de leader. Parfois, on confond leader, celui qui a des avoirs, et après, c'est préso. Cette manie, cette cacophonie des choses, même nous-mêmes intellectuels, par moments, nous sommes perdus. Ouais, nous sommes perdus dans... Oui, nous sommes perdus. Tu vois tout un grand prof, mais qui appelle un politicien, par exemple. Je ne dis pas que les politiciens ne sont pas des modèles, mais nous avons des modèles, mais il y a d'autres, parce que nous sommes tous dans la ville de Lubumbashi. Il y a des gens, quand on regarde, il n'y a rien de leadership. Ils ne sont pas leaders, mais parce qu'il a des avoirs, comme ce que venait de dire Madame Nelly, parce qu'il y a des avoirs, et nous tous, nous tombons plus bas. Et on appelle tout le monde leader. Mais la personne n'influence pas, il n'est pas modèle, il n'est pas guide, mais on est là, on court derrière ce leader à la manière congolaise. Mais professeur, il y a des présidents des orchestres qu'on appelle souvent des leaders. Est-ce que ce sont de vrais leaders? Le vrai sens, même la vraie signification du mot. Ils ont un groupe de musique, par exemple. Et on les appelle les leaders, on ne peut pas citer le nom, je crois qu'il y a ça, le président des orchestres là. On appelle leader. Mais c'est ce que je venais de dire. Est-ce que le mot correspond? Parce que vous avez dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui influence, qui doit avoir le vrai caractéristique, le vrai caractère. Mais est-ce que ces leaders-là, par rapport à la musique, sont de vrais leaders? Non, vous dites par rapport à la musique ou à la musique congolaise. Oui. Parce que nous avons des jargons que par moment on se demande même qu'est-ce qu'on veut dire par là. Quand vous êtes au Congo, il y a des choses, quand il se passe, on appelle quelqu'un honorable, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est un monsieur. Quand vous allez par exemple en France, un député, c'est monsieur le député. Mais quand vous arrivez au Congo, tout de suite le jargon change, ça devient honorable. Mais la personne, rien d'honorabilité. Voyez un peu. Ça signifie que ce sont des jargons, ce sont des mots qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre pays, mais qui ne fait pas l'homme. Voilà, vraiment. Donc il ne correspond pas. Mima, on peut dire aujourd'hui que Mima, vous êtes aussi leader par rapport à toutes ces informations. Leader Mima. Non, bon, tu sais, ça passe dans un certain moment. Moi, je peux me dire que je suis leader par rapport à mes enfants. Je suis leader, je suis en train de les guider à devenir des femmes, des hommes, des enfants, des modèles pour demain. Alors, je veux peut-être vous étonner pour vous dire que je suis un leader. Chez moi à la maison, en tant que mère, en tant qu'épouse, je me dirais que je suis leader, n'est-ce pas, madame? Non, ce n'est pas du tout une surprise. Voilà, et je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment souligner, c'est très important. Les parents doivent être les premiers leaders de leurs enfants. Oui, parce que il faudrait que les enfants disent que mes parents, ce sont mes premiers modèles. Ce sont les personnes qui m'inspirent, qui me tirent vers le haut. Parce que, en fait, être leader, c'est grandir pour faire grandir les autres et non les écraser. En tout cas. Quand on est grand, ce n'est pas pour tirer les autres pour écraser les autres, c'est pour les faire grandir. Alors, Madame Nelly, aujourd'hui, vous parlez de l'influence. Il y a ces gens-là qui influencent positivement. Il y en a aussi qui influencent négativement. Tous deux sont des leaders ou bien un leader n'influence que positivement? Merci, madame, pour cette excellente question. Alors, un leader ne peut qu'attirer positivement, ne peut qu'influencer positivement. Quand c'est une influence négative, on appelle ça une association des malfaiteurs. Ah oui, ça il faut retenir. Ah oui, c'est ça. C'est pas du tout du leadership, c'est une association des malfaiteurs. Les leaders influencent positivement, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez. Si vous pouvez quand même faire la part des choses pour savoir est-ce que vous êtes un leader ou vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, il y a quand même, bon, il y a une question qui m'est aussi venue. On est leader ou bien on le devient? On le devient, absolument, on le devient.
c'est vrai qu'on peut naître avec des atouts, comme vous vous rappelez, quand vous étiez à l'école, il y avait toujours des élèves qui étaient plus bavards, plus ceci, plus courageux, etc. Et tout de suite, on les mettait chefs de classe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nés leaders. Ils sont nés avec des atouts pour devenir leaders, mais pour être leader, il faut qu'ils acquièrent d'autres vertus qu'ils n'ont peut-être pas. Par exemple, l'humilité. Voilà. Très important. Pour servir, parce que on n'est pas grand pour écraser les autres, encore une fois. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment retenir. Alors, quel doit être le comportement d'un leader, Prof Irène? Parce que là, on suppose qu'il n'est pas monsieur tout le monde, elle n'est pas madame tout le monde. Elle est quand même mise à part parce qu'elle est appelée à élever les autres, elle est appelée à impacter, à influencer positivement, comme on le disait tout à l'heure. Alors, quel doit être son comportement? Le comportement d'un leader, c'est un comportement qui est modèle, donc irréprochable, comme on peut dire. Un leader, c'est un monsieur irréprochable. C'est un monsieur qui peut avoir des qualités telles que quelqu'un qui peut servir et qui peut se mettre au service des autres. Ça signifie que c'est quelqu'un qui doit être capable de servir. Parce qu'un leader, c'est qui? Un leader, comme nous disons, c'est quelqu'un qui est comme guide. Il doit guider les autres. Or, quand les autres doivent vous suivre, on doit trouver en vous des qualités telles que l'amour d'abord. Avoir l'amour, plus pas l'amour, mais l'amour du prochain. Aider les autres, ça signifie aider, aimer, vous devez aimer les autres, vous devez être caractérisé par l'amour du prochain, vous devez être caractérisé par l'humilité, il faut être vraiment humble. Il faut un leader, c'est vraiment un monsieur humble. Mais c'est l'amour, on distribue, on fait tout, mais l'humilité, c'est moi le chef, c'est moi le leader. Mais c'est pas ce que nous trouvons ici chez nous, hein. Quand vous trouvez un leader, c'est un monsieur imbu. C'est une dame imbue, donc plein d'elle-même ou plein de lui-même. Non, mais ça, ce ne sont pas les qualités. Donc, quelqu'un qui doit servir, qui doit être au service des autres, c'est quelqu'un qui doit être posé, donc calme, taciturne. Donc, ça signifie que c'est un monsieur, un conseiller, quoi. Quand les gens vous viennent, vous savez, nous sommes dans un pays qui a beaucoup de problèmes. Et parfois, il y a des gens qui vous viennent avec tel ou tel autre problème. Un leader, c'est qui? C'est quand on vient vers vous. Ça signifie qu'on vous prend comme modèle, comme conseiller. Mais on vient vous poser des problèmes. Ce n'est pas pour que demain qu'on entende ce problème à gauche et à droite. Hein. Et ça, on en trouve trop peu ici chez nous. Non, mais Chapeau, vous êtes journaliste aujourd'hui. Mais une question aussi pour vous. Est-ce que ça vous tente aussi de faire la politique? Demain ou après-demain, nous avons une Naomi, voilà, ministre, députée et tout ça. Là, ça vous tente? Ça ne me tente pas. Pourquoi? Mais pourquoi pas, maman Pasteur? J'aimerais être leader en étant journaliste, pas en étant dans la politique. Franchement, la politique, je suis sincère, je suis claire. La politique, précisément dans notre pays, ça ne me tente pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans, il y a des atouts, voilà. Mais j'aimerais que vous puissiez me poser la même question. Non, merci. Alors, ça me ferait du bien, Naomi, mais pour t'as posé une question, la prof Irène va répondre, et puis Madame Nelly. Il y a quand même cette carence-là, on va dire, le leadership féminin du côté politique dans notre pays. Peu de femmes seulement sont intéressées de faire la politique. Vous allez voir que même s'il faudrait aller en termes de pourcentage, c'est beaucoup plus le masculin qui prime. C'est quoi le problème? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours ce que nous entendons des lois, il n'y a pas... Voilà, j'aimerais que vous répondiez d'abord avant d'aller... D'abord, Madame Naomi, je vous dis, il faut faire la politique. C'est une science noble. D'abord, c'est une science noble. Et en tant qu'intellectuel, on est appelé. On est appelé, mais on est un peu déçu de la politique. C'est de ça peut-être. On est un peu déçu de la politique dans notre pays, surtout du côté des femmes. Bon, moi, je vais vous surprendre. Quand nous parlons de la politique, j'ai bien dit que c'est une science noble. Mais commençons d'abord par la manière dont les femmes entrent en politique. C'est ça le problème. Il n'y a pas de honte à le reconnaître. La manière dont les femmes entrent en politique ici chez nous, c'est dans un bistrot, on boit avec une fille. Après du bistrot, là, tu vois, elle peut être votre secrétaire. Et elle y entre,
Et quand elle entre là-dedans, et vous voyez même dans des partis politiques, quel est le rôle que jouent les femmes? C'est juste, généralement, c'est pour entonner des chansons. Quand il faut des chansons, c'est Bama Mamtoume Mimbo. C'est le rôle, généralement. C'est vraiment décevant. Mais la politique... Aussi des secrétaires, celles qui sont secrétaires générales, il y a aussi des présidents. Oui, mais attends, c'est une science noble. Non, mais attends, je ne dis pas toutes les femmes. Généralement, c'est une science noble. Normalement, on devait quand même, moi j'ai dit les femmes, on devait quand même être attirées par la politique. Même la politique de notre pays ici. Il y a mille et une manières qu'on peut changer ça. Cette manière de vivre, ça signifie, cette femme qui entre, elle sait d'abord pourquoi elle est là. Donc on sait pourquoi on est là et on sait quel est le rôle qu'on doit jouer. Mais écoutez, quand on vous tire dans un bistrot, directement tu te retrouves toujours au deuxième plan. Hein, quand vous regardez le rôle des femmes dans des politiques, c'est toujours au deuxième plan. Jamais des présidentes des partis politiques, jamais des présidentes. C'est toujours les secrétaires, les trésorières, les gna 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 gna, ainsi de suite. Ça signifie c'est nous-mêmes d'abord. De la manière dont nous entrons dans cette politique, comment nous y entrons. Mais on peut prendre l'exemple de la France, moi qui m'intéresse un peu. Quand vous voyez le rôle qu'a joué Ségolène Royal, par exemple, lors des élections avec Sarkozy. Ségolène Royal voulait battre Sarkozy. Mais quel était le discours aussi? Ça, c'est ce qui a souligné. Le discours de l'homme. D'abord, l'homme, avec grand H, l'homme, mais aussi l'homme congolais. Quel était d'abord le discours en France? On disait, entre les hommes, se disait, est-ce que tu es prête à voter pour une nana? C'est ça. Vous voyez un peu, ça signifie cette dame, voilà. Pour une nana, et les hommes disent, ah bon, donc si on ne fait pas attention, c'est la nana qui va passer. Voilà. Ouais. Alors, ici chez nous au Congo, mais on a ça, mais ici chez nous au Congo, d'abord on ressent en France, quand vous voyez Ségolène, elle s'est battue. Mais quand vous voyez les femmes qui sont en France, en Angleterre, ainsi de suite, Marguerite Thatcher par exemple, ce sont des femmes qui font de la politique et elles se sont battues. D'ailleurs. Mais quand on vient ici chez nous, aussi c'est un problème culturel. Mais avec nos hommes ici, c'est un problème culturel. Oui, mais ce que je dis, avec nos hommes ici, c'est un problème culturel. Donc, une femme qui se démarque, c'est toujours une pute. C'est comme si on ne peut pas trouver des femmes intelligentes. C'est toujours une pute. Je me rappelle même à notre faculté, parce que je suis vice-doyen en charge de tutorat, j'ai décrié quelque chose, mais vous savez quoi? Pour m'abattre, les hommes disent, mais écoutez, la parole d'une femme en public, c'est une parole qu'on ne peut pas considérer. Non, mais franchement. Donc, une femme en public, vous vous rendez compte un peu. Mais en ce qui concerne toujours notre métier, il y a des profs qui n'acceptent jamais de vous appeler, vous, femmes prof. Venez à la fac, c'est toujours maman, maman, maman. Vous voyez un peu, dans un milieu professionnel. Et là, j'attire l'attention à nos professeurs, à nos collègues. Non, on n'est pas des mamans, on est des professeurs. Non, mais d'ailleurs, dans la deuxième partie de cette émission, ça sera au féminin. On va parler de... Ça tire à balles réelles. On parlera du parcours. Ça tire à balles réelles. Professeur Irène, en tant que professeur ordinaire, en tant que professeur associé, on va parler de votre parcours, comment ça se passe dans un milieu où il y a plus des hommes que des femmes. Comment ça se passe? On va en parler. Comme Naomi l'a dit, aujourd'hui, ça va tirer à balles réelles. On va quand même dire merci aussi à toutes ces femmes-là qui font la politique ici chez nous. Elles sont braves, elles sont là, elles sont nombreuses, vraiment. Nous vous encourageons parce que vous nous représentez valablement. Et nous allons aussi encourager celles qui ont des capacités, des talents, mais qui hésitent encore. Si vous vous sentez capable, vous sentez que vous pouvez le faire, du coup, réveillez-vous, cherchez des coachs pour que vous soyez... Il faut avoir des nerfs solides. Personnellement. Voilà. Leur faire peur, Naomi Chako. Alors, chers téléspectateurs, on va, avant d'aller prendre, n'est-ce pas, cet élément, avant de continuer plutôt, on va rentrer du côté de la réalisation. Nous allons prendre cet élément, on va écouter les avis des uns et des autres, et puis on va se retrouver, ça sera pour la suite. D'accord. Pas de l'idée, hein, savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est fixer des objectifs et se battre pour y arriver. En fait, je pense que tout va de l'idée, de sa capacité à se servir de la société, des faits qu'on observe, et à partir de là, créer un truc pour s'imposer dans la société. Non, moi je suis contre cette réflexion. À mon avis, ça dépend de la personne. Quand on est déterminé à faire un truc, voilà, on y arrive. Et ne pas baisser les bras, il y a certains qui abandonnent, il y a certains qui vont jusqu'au bout. Déjà, c'est un complexe de penser qu'il y a des gens qui méritent de réussir et que nous, on doit faire beaucoup d'efforts pour y parvenir.
Je sais que si on se bat, on a des bonnes idées, on y arrive. Ne pas complexer, ne pas être intimidé par des gens qui ont déjà réussi avant et y croire. Personnellement, de mon point de vue, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime et bien le faire en fait. Et le véritable secret, c'est la persévérance. Parce que dès que vous persévérez dans ce que vous aimez en fait, il arrive à un moment donné que les gens aiment ce que vous faites. Et même quand ils n'aimaient pas ce que vous faites au début, avec le temps, il arrive que vous puissiez mettre tout le monde d'accord. On est tous appelés à être grands, mais pas au même niveau. On peut tous atteindre un certain niveau, mais peut-être pas le même niveau que ceux qui sont nés avec un don. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés dans des bonnes conditions et avec des meilleures capacités que d'autres. Et d'autres sont obligés de travailler, s'acharner pour arriver à un certain stade. Et donc je pense que ceux qui sont nés avec des dons travaillent et atteignent un certain niveau, et ceux qui travaillent juste sans dons ont atteint aussi un certain niveau. C'est surtout dans la persévérance. Au-delà de la persévérance, il y a aussi l'amour de ce qu'on fait. Parce que beaucoup de gens se disent que non, ce que j'ai fait c'est un travail moindre en fait. Mais ils ne savent pas que c'est eux qui peuvent faire devenir ce travail grand dans ce pays. Il faut être beaucoup plus dans l'actualité. Oui, il faut être dans l'actualité et puis avoir un bon environnement. Avoir des personnes qui vont t'appuyer. Parce que déjà, on peut avoir du talent, mais une fois qu'on n'a pas l'entourage où les gens peuvent te pousser, donc ça sera un peu difficile. Être dans l'actualité et puis avoir un bon entourage. Bon, déjà, ça dépend aussi de l'idéologie. Ça dépend de l'idéologie des personnes. Parce qu'on connaît aussi, des gens, ils sont nés avec, comme on dit souvent, il y a des gens qui sont nés avec une étoile. Il ne peut pas forcer, mais du coup, il a l'influence. Il est devenu influenceur, il est devenu un leader et tout. Il y en a aussi certains qui ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts depuis la base, mais du coup, ça n'a pas marché. Donc ça dépend aussi de l'idéologie bien de l'étoile du personne. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se dire que non, moi j'ai beaucoup fait, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais comme on dit toujours, il faut jamais désespérer tant qu'il y a la vie. Vous voyez, moi je suis dans mon métier, je peux dire que j'ai aussi beaucoup donné déjà, parce que ça fait beaucoup de temps que je suis sur ça. Mais je n'ai jamais désespéré. Je crois toujours que non. Demain après demain, je peux devenir ce que je veux. Vous voyez, je peux devenir ce que je veux, je peux devenir je peux avoir beaucoup d'influence ici au Katanga, à Kinshasa, comme je l'ai déjà, partout au Congo, je peux dire. Même dans les mondes, si je peux exagérer. Merci pour la question. Dans la société, chacun a sa façon de vivre, chacun a ses habitudes de vie. Alors quand on se retrouve dans un endroit commun, dans une parcelle commune, il faut savoir cultiver les bonnes manières ou cultiver les manières de vivre ensemble. Donc tu as trouvé quelqu'un avec ses habitudes, avec ses défauts, alors il faut savoir parler aux autres, savoir lui parler, savoir reprocher à quelqu'un. Il ne faut pas toujours, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, directement tu te mets là à parler de chez toi. Tu es chez toi, tu parles, il a fait, dans cette parcelle c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, il faut aller au tout près de la personne, lui parler, lui poser la question, vous allez dialoguer. Vous verrez que ça vous éviterait beaucoup plus de problèmes dans la parcelle. On peut vivre dans une parcelle où il y a des gens qui ont même de mauvaises habitudes, qui te provoquent, et tu peux les éviter. Comment les éviter? C'est toi-même d'abord en étant respectueux, en étant responsable. Pourquoi dans une parcelle tu pourras toujours vouloir dépendre des gens, des histoires des gens, entrer dans des affaires des gens, savoir ce qui se passe chez l'autre? Ça va toujours créer des problèmes avec les gens. Mais si tu évites des problèmes avec les gens, tu te réveilles le matin, tu salues les gens, tu te demandes comment ils font, toi tu vas dans tes affaires, tu rentres, comment est-ce que vous allez vous discuter? Bon, au moins les gens qui ont des enfants, qui vivent à la maison à chaque moment, à chaque temps, il peut y avoir des problèmes de différents. Là, on rentre à ce que j'ai dit avant. Il faut savoir dialoguer, il faut savoir vous reprocher de ce que quelqu'un fait de mal, parce que tous nous commettons.
C'est donc parti pour la suite de ces Mama Mag. Je crois que les gens ont quand même l'idée sur les leaderships. Chacun a essayé de définir en sa manière c'est quoi le leadership. Et du coup, nous, sur ce plateau, nous vous rappelons que nous avons deux invités exceptionnels. Nous avons le professeur Irène, elle est professeure associée des universités. Nous avons également Madame Nelly Tchela. Elle est coach en développement personnel. Avec elle, nous parlons de leadership. Voilà, on essaye à notre niveau de pouvoir développer ces sujets. Voilà, comment on peut influencer positivement. Parce qu'on a dit tout à l'heure, un leader n'influence que positivement. Si vous influencez négativement, donc vous êtes dans une association de malfaiteurs. Ça n'a rien à voir avec du leadership. Et donc on va continuer avec vous, chers invités. Madame Nelly, vous êtes conférencière en leadership vertueux. J'y arrive. C'est quoi déjà le leadership vertueux? Alors c'est tout simplement influencer positivement à travers ses vertus. Alors si vous essayez de penser à une personne que vous appréciez beaucoup, je peux vous poser la question. Oui. Madame Mima, essayez d'imaginer une personne que vous aimez vraiment. Vous y êtes? Je suis là. Alors, pourquoi vous appréciez cette personne? Je l'apprécie déjà parce que elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je parle de ma mère, bien sûr. Oui. C'est une femme forte, battante. C'est une femme à caractère. C'est une force battante. Ok. Elle a du caractère. Du caractère. Oui. Alors tout ça, ce sont des vertus. Ok. Et donc c'est ça le leadership vertueux. C'est-à-dire plus on a des vertus, plus on influence positivement les autres. On transmet ses vertus. Voilà, parce que l'on dit aussi, on ne donne que ce qu'on a. Exactement. Et donc, si on n'a rien, on ne transmet rien. Et donc, il faut... Vous savez, nous sommes aussi à l'ère de la technologie. Nous sommes à la 4e révolution industrielle. Et donc, nous sommes à l'ère où la machine est en train d'être développée, perfectionnée. Et qui est en train de développer cette machine? C'est l'homme. Exactement. Et si cet homme n'a pas des vertus, il va créer des machines qui vont détruire le monde. S'il a un bon cœur, il va construire des machines pour le bien de l'humanité. Et donc c'est important. Et l'homme ne se perfectionne qu'avec des vertus. Voilà pourquoi je parle du leadership vertueux. Le leadership vertueux. Très important. C'est profond, hein? Les grandes qualités qui sont dans la personne. Alors, pour ces personnes aussi qui influencent négativement, bizarrement, vous avez dit que c'est l'association des malfaiteurs, mais ce sont des gens, lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui ont beaucoup de followers, des gens qui le suivent, bien qu'ils impactent la société négativement. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et c'est comme ça que le diable a beaucoup de gens qui le suivent aussi. Donc, je pense que la réponse est là. Elle est claire. Et aussi, une jolie femme ne donne que ce qu'elle a. La plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Très important. Et donc, chers téléspectateurs, ayez plus de qualités, ayez des vertus. Et vous allez transmettre ça à... Et vous allez influencer positivement et les gens vous suivront naturellement. Vous n'allez même pas avoir besoin de dire suivez-moi, suivez-moi. Non, les gens vont vous suivre naturellement. Par contre, ce qu'on a toujours remarqué, à chaque fois que quelqu'un est dans les mensonges, dans des calomnies, dans tous ces bêtises où vous appelez association des malfaiteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent vers eux. C'est comme des mouches quand on dit, on donne même... Oui, c'est le diable comme on dit. Ce sont des exemples vraiment palpables. On s'est dit, c'est vraiment la vérité, ce que vous avez dit. C'est comme quand vous vendez quelque chose de pourri, quand il y a trop de mouches, vous dites que non, voilà, ça. Ce sont les mouches. Est-ce que vous allez aller vers une chose qui est pourrie? Non. Mais coach, est-ce qu'un leader peut s'imposer de lui-même? Non, justement, on ne s'impose pas. Je vous ai dit, plus vous allez acquérir des vertus, les autres vont vous suivre naturellement. Et justement, si vous n'en avez pas, c'est alors que vous allez vous imposer. Mais le monde actuel ne nous accepte pas aussi facilement, on ne nous laisse pas le chemin. On s'impose à un moment, on s'est dit, ben voilà, c'est un jeune leader. D'accord, si vous vous imposez, votre leadership va durer seulement
pendant que vous êtes là. Dès que vous partez, ça ça sera... Voilà, c'est ça. C'est comme un papa qui est très sévère, alors qu'il n'a pas réellement réussi à établir la discipline dans sa maison. Quand il est là, tout va bien. Quand il est là, tout va bien. Mais quand il n'est pas, quand le chat n'est pas là. Voilà. La souris. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment ce que ma mère nous a inculqué, c'est dans la nuit la plus noire, sur la pierre la plus noire, Dieu voit une fourmi noire. Si tu sais que ce que tu fais est bien, tu vas le faire et en public et même quand tu es seul. Et si tu sais que ce n'est pas bien, tu ne le feras pas. Même quand tu es seul, encore moins en public. Et donc, il faut une règle intérieure. C'est un développement personnel. Parlons même du développement personnel. Vous avez écrit un livre sur le développement personnel. On veut en savoir plus. C'est quoi déjà un développement personnel? Au vrai sens, il faut le définir. Alors, je ne sais pas si on peut mettre l'image de... Oui, allez-y. C'est le travail de la réalisation. Vous pouvez parler et puis les images vont suivre. Oui, parce que je parlais de la couverture. Parce que sur cette couverture, on voit une chenille, ensuite la chrysalide et enfin un papillon. C'est tout un message. L'être humain est en continuel développement. Et vous voyez, quand on est une chenille, on ne sait pas qu'un jour on va devenir un papillon. Donc le papillon ne sait pas, il oublie même qu'il était une chenille, tellement elle devient très belle. Et donc notre vie aussi, c'est ce constant développement. Et pour ça, il faut se former. En fait, à chaque étape de notre vie, nous avons besoin de formation. Et moi, j'ai défini toujours l'éducation comme faire sortir de la dépendance vers l'indépendance pour une interdépendance. C'est-à-dire, quand on est enfant, on est très collé au jupon de maman et tout ça, on ne veut pas. Mais après, on devient indépendant. Et en fait, cette indépendance, ce n'est pas une indépendance absolue. C'est pour savoir qui on est et quelle est notre part pour la construction de la société. C'est ça l'indépendance, savoir qui je suis et quelle est la part que je dois apporter dans la société. Et après, il y a l'interdépendance, c'est que chacun de nous a sa part dans la construction de la société. Et donc, c'est important de se développer personnellement. Donc, c'est un cursus, en fait. Voilà, c'est un développement pour le développement de la société. On se développe soi-même pour une meilleure contribution à la société. Donc on commence par soi-même et ensuite on va maintenant distribuer. Il y a des gens qui vont aller ça et là pour le bien-être de son entourage, de sa société, de sa famille, etc. Pourquoi pas du monde entier. Exactement. Alors quelles sont les bases déjà? Et donc il faut connaître ces paramètres, c'est-à-dire quels sont mes points forts. Quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, quelles sont mes ressources, quelles sont mes menaces. Donc, chacun doit connaître tous ces paramètres-là. C'est-à-dire, quels sont mes points forts. Ça, on peut le savoir même dans la famille. On peut nous dire, ah non, tu sais, toi, tu es fort en tel domaine. Et il faut aussi connaître ses faiblesses. Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les choses sur lesquelles je ne suis pas bon? Et on doit se former sur ces points-là. Et c'est comme ça qu'on devient la meilleure version de soi-même. C'est une formule que vous avez souvent entendue, mais dont on ne sait pas très bien les contenus. Être la meilleure version de soi-même, il faut connaître ses paramètres, ses points forts, ses points faibles. Ses ressources. Voilà. Parlons même du développement personnel, coach. Est-ce que, oui, c'est vrai, on parle du développement personnel. Est-ce que on le fait seul ou bien on a toujours besoin de l'intervention d'une tierce personne? On a besoin des autres. On a besoin d'être formé. Et c'est pour ça, et c'est ça même l'éducation. Ça commence à l'école. Non, ça commence en famille. En famille. Ensuite, l'école continue. La société, les amis, l'église. Et c'est très important, l'entourage. On dit toujours... Si tu es à côté, regarde bien ton entourage. Mets-toi par exemple 5 personnes. Si tu es avec 5 milliardaires, tu seras le 6e. Si tu es avec 5 voleurs, tu seras le 6e. Mais coach, est-ce que je voulais un peu savoir le manque de confiance en soi, le manque de confiance personnelle peut aussi nous conduire à l'échec. Oui. Justement, c'est une méconnaissance de soi. Je vous ai dit qu'il faut commencer par une connaissance de soi. Donc, connaître ses paramètres, connaître ses points forts. Et connaître ses points forts, ce n'est pas de l'orgueil.
Il faut savoir, moi, je suis fort en ça et je me perfectionne parce que je peux être fort en ayant 6 sur 10. Oui. Mais je peux m'améliorer. Le plus important, ce n'est pas se comparer. Nous aimons beaucoup nous comparer. Hein, et pourtant, il faut se comparer avec la personne qu'on était hier. C'est la meilleure comparaison. Donc peut-être je suis bonne, mais en ayant 6 sur 10, demain, je vais essayer d'avoir 7, et puis 8, et puis 9, et puis 10. C'est ça le chemin qu'on doit suivre, au lieu de se comparer. C'est très important. Il faudrait toujours faire la part des choses. En tant qu'humain, on a besoin de se développer personnellement, savoir ses paramètres, c'est important. S'accepter aussi. S'accepter, bien sûr. Oui. C'est ce que j'allais poser comme question. Ça nous arrive, c'est vrai. On fait un examen de conscience et puis on se dit, voilà, je suis fort en ça ou je suis faible en ceci. Mais on ne s'accepte pas. Quand on veut plus pencher du côté de la force, du côté des faiblesses, on se dit. Et alors, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Parce que pour reconnaître, pour qu'on puisse te guérir d'une maladie, il faut d'abord accepter que tu l'as. Exactement. Voilà. Hein, donc, la connaissance de soi est vraiment le point de départ d'un leadership efficace. Et c'est ça le titre que j'ai donné à mon livre. Continue une dernière question peut-être de ma part. Hein, mais c'est quelqu'un qui a la facilité de, comment on dit, à Ngala, on dit que tout il s'abattoumé, mais qui n'accepte pas aussi. Affronter les gens. C'est ça, hein, la facilité qui dit quelque chose ici, vous dites ensemble et qui rapporte de l'autre côté et vous êtes là en train de vous troubler et lorsque vous faites appel à la personne n'accepte pas. Elle n'accepte pas ses propres défauts. Que faire aussi avec ces genres de personnes? Alors, je comprends un peu le problème de la personne. C'est que quand on veut faire une remarque, il faut la faire en privé. En privé. Et si vous voulez louer une personne, vous pouvez le faire même devant la caméra. Mais si vous voulez lui faire une remarque, il faut le faire en privé. Alors la personne va accepter. Oui, c'est la prudence en fait. C'est la prudence et c'est aussi savoir que quand on corrige, ce n'est pas pour détruire la personne, mais c'est pour la relever. Et si tu veux vraiment la relever, alors respecte-la. Et comment est-ce que tu vas la respecter? C'est en lui parlant en privé. Alors, quelles sont les bases déjà? J'avais posé la question, je ne sais pas si vous avez ramassé déjà les bases de du développement personnel. Les bases, voilà, ce qui est vraiment primordial. Alors, il y a 2 bases. La première base, Madame Irène l'a dit tout à l'heure. Professeur Irène l'a dit tout à l'heure. C'est important. Il faut le souligner. C'est l'amour des personnes. On ne peut pas développer une personne qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est magnifique. Donc, l'amour des personnes. La deuxième base du leadership vertueux, c'est la perfectibilité de l'être humain. Savoir que chaque personne peut changer. C'est très important. Même en étant éducateur, tu ne peux pas éduquer une personne, tu ne peux pas la relever si tu ne crois pas en sa perfectibilité. C'est-à-dire à ce qui se passait à l'école, on disait, si vous voulez comprendre un cours, il faudrait commencer par aimer le professeur, aimer l'enseignant. Ça nous arrivait de ne pas comprendre parce qu'on détestait déjà. Les profs d'anglais arrivent. Et du coup, l'anglais, il y a une barrière. C'est ça. Et donc, il faut éviter de mettre des étiquettes sur les personnes. Il est comme ça, il sera toujours comme ça. Non, non. Ça, c'est vraiment enfermer quelqu'un dans un tiroir. Ce n'est pas juste. Hein, donc, la deuxième base, pour revenir à la deuxième base, c'est la perfectibilité de l'être humain. Très important. Alors je comprends. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Vous savez quand vous avez dit tout à l'heure que ça sera de consultation en direct, ne vous inquiétez pas si je ne parlais pas, c'est parce que j'étais concentrée. Laissez-moi. Non, mais moi j'allais dire un truc. Voilà. Je comprends maintenant. Madame Rebecca Faïla, bonjour. De partout où vous nous regardez. Je comprends beaucoup de choses en ces moments. Alors Mimalou Samba, avant d'écouter ceci, ça vous arrivait aussi, voilà, en vous disiez que les gens pouvaient aussi changer, même la personne la plus mauvaise, ça vous disait quelque chose ou bien c'est à partir de maintenant? Non, on a toujours dit ça, mais on ne se rend pas vraiment compte que non, c'est vraiment important. On s'est dit toujours la personne va changer, mais au fur et à mesure, on se rend compte que même si tu as une petite sémence de méchanceté, au fur et à mesure, même si tu
montrer que non, voilà, j'ai changé, là, c'est fini, je suis devenue la meilleure version de moi-même. Mais la personne continue après. Vous allez retrouver cette méchanceté même un peu plus tard. C'est pour cela que moi, je doute un peu de cette façon de dire que non, quelqu'un peut vraiment changer. Parce qu'aujourd'hui, on peut me montrer que non, Madame Naomi, c'est une meilleure personne, elle a changé vraiment, j'ai découvert d'autres aspects que je n'avais pas connus avant. Mais au fur et à mesure, quand je m'approche encore d'elle, je me rends compte qu'elle n'a vraiment pas changé. C'est le fait de m'éloigner d'elle qui m'a fait penser que la personne a réellement changé. Non, moi, je ne parle pas d'un changement avec un coup de baguette magique. Okay. C'est un changement qui est fruit d'une formation. Il faut se former. Encore une fois, on revient sur les paramètres. Pour qu'une personne change, il faut qu'elle reconnaisse ses points forts, ses points faibles, qu'elle sache que non, ça, je fais toujours mal. Et puisque je le fais mal, je dois changer. Donc, c'est travailler sur soi-même. Tant que la personne ne reconnaît pas, c'est compliqué. C'est ça les plus grands problèmes. Mais c'est pour ça que nous devons avoir la patience. Il faut avoir la patience. Éduquer, c'est avoir confiance. C'est donner aussi le temps. Quand on jette une graine aujourd'hui, on ne va pas commencer à tirer sur la jeune pousse pour... Non, il faut aussi lui donner le temps. Il faut arroser, il faut le soleil. C'est pas facile, hein? Voilà. Non, mais coach, est-ce qu'une personne peut-être de plus de 50 ans, 55 ans, c'est question de l'âge. est-ce que cette personne peut encore changer? Tout le monde peut changer, madame. Tout le monde peut changer. On a l'espoir encore. Tout le monde peut changer. Merci beaucoup, madame Nelichela. Ça a été vraiment une consultation en direct. En direct, on a compris que tout le monde peut changer. Alors, pour changer, on nous a dit tout à l'heure, il faudrait reconnaître sa force et ses faiblesses aussi. Si vous ne les reconnaissez pas, c'est compliqué de changer. Acceptez d'abord que à un certain moment, j'ai aussi fait du mal, j'ai eu tort et tout. Et puis du coup, ça va vous aider à changer et on doit être aussi patient avec les autres. Tout comme les autres doivent être aussi patients avec nous. Alors, on termine avec cette question parce que là, nous voulons prendre au féminin pour parler du parcours du prof Irène. On termine avec cette question de quoi avons-nous besoin, hommes et femmes, donc pour être des bons leaders dans la société. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut se revêtir des vertus pour qu'on puisse nous suivre de manière naturelle. Donc, c'est l'élément. Vous avez à ajouter, prof? Non, moi j'aime ce qu'elle dit là. Et je soutiens que les gens vous suivent naturellement. Pas pour vos avoirs, mais par ce que vous êtes. Voilà. C'est beaucoup plus la culture de l'être et non la culture de l'avoir. Très important, la culture des lettres et non de l'avoir. Sans transition, chers téléspectateurs, nous allons parler de ces merveilleux parcours. Bon, moi, je l'ai dit déjà, merveilleux, c'est elle. De nous dire si c'est merveilleux, il y a eu beaucoup d'épines, il y a eu beaucoup de difficultés. Déjà, Naomi avait une question. Je préfère qu'elle commence avec cette question. Oui, professeur, cher professeur. C'est pas possible. Vas-y avec ta question. Est-ce que vous allez bien? Tu le remarques? Vous êtes bien ignoré que à la faculté, dans des différentes universités, les professeurs femmes font souffrir les femmes. Vous en êtes confiance? Vous en êtes quand même sûr? Les professeurs femmes. C'est ce que les gens disent en fait. Oui, on en a vécu. Elles sont compliquées. Donc si je suis face à un homme, j'ai un problème dans un tel cours, dès que je vois un homme, ça passe flexible. Avec les dames, déjà quand on regarde les visages, on se dit, je ne parle pas. Comment est-ce que ça sera? Elle va commencer à raconter, mais madame, attention, moi je suis passée par là, j'ai étudié. Il faut que tu étudies. Mais pendant que c'est simple, professeur, vous savez que vous ne demandez pas aussi des bons services à l'université en tant que femme. Là, je le dis clairement, avec une problème au niveau de mon cœur. Heureusement que tu es déjà passé par là. Sinon, tu allais être... Là, je sens que c'est... On a tiré à boulet rouge, quoi. Non, mais nous, les femmes, nous sommes très gentilles. Hein. Je pense que c'est de notre gentillesse. C'est de notre gentillesse que les gens nous appellent plus maman que professeur. Parce que si nous étions...
très dures, rigoureuses, on allait nous appeler professeurs. Mais c'est parce qu'on trouve que vraiment nous sommes des femmes africaines. Non, nous sommes gentilles. Et je suis très à l'aise, surtout avec mes étudiants. Très à l'aise, et les étudiants viennent quand même vers nous. Mais c'est un problème aussi de sexe. Les femmes, les étudiantes sont plus attirées vers les professeurs hommes. Et nous, nos étudiants aussi viennent souvent vers nous. Mais ce n'est pas que c'est par mauvaise foi, on est trop catcheurs, on peut dire. Ce n'est vraiment pas ça, professeur. Il y a quelque chose qui cloche là. Alors, parle, dis-le, nous sommes sur le plateau et les téléspectateurs sont en train de nous avec suivre. les femmes, ça ne marche toujours pas. C'est ça la réponse. Les téléspectateurs qui nous regardent, je crois que... nous contredire. Permettez, Gisèle, parce que je suis face à elle, je ne sais pas le jour que je vais la rencontrer. On va continuer dans les couloirs, l'état nous fait défaut. Je crois que la réponse a été donnée, c'est aussi question d'attirance des sexes. Les femmes, même à la maison, nos enfants, les filles sont plus à l'aise avec les pères et les garçons sont à l'aise avec les mères. Ça passe comme ça souvent. Alors, Mime, à la question rapidement. En fait, moi, je voulais peut-être vous faire voir quelque chose que vous ignorez. Vous êtes les genres de professeurs, vous êtes trop stricts. Quand vous demandez aux étudiants d'étudier, tu dois vraiment étudier ces cours-là. Mais avec les hommes, c'est quand même flexible, même si je n'ai pas étudié, même si je ne maîtrise pas bien. Oui, non, même si je ne maîtrise pas bien, il va essayer de me faire comprendre. Mais avec les dames, moi, je me retrouve face à Prof Irène, je me dis, ça sera vraiment, il faut vraiment apprendre la leçon, quoi. Non, comprenez que c'est quand même un métier qui est noble. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un problème d'amour, mais c'est la science. Ça, on sait. Nous sommes les femmes sont même qui s'agit. Non mais attends, c'est pas ça. Les femmes sont objectives. Les hommes aussi. Mais nous disons que les femmes sont objectives. Alors c'est un problème de science. Ce n'est pas un problème d'amour. Alors, je ne sais pas quelles sont vos difficultés, mais en vous entendre parler, je sens que... Il y a eu des... Alors, on va parler de votre parcours, mon cher professeur. Je rappelle que vous êtes professeur associé des universités. Alors, vous allez nous parler de ces parcours. Au début, je l'ai dit, c'est un parcours merveilleux, mais vous allez quand même donner... Je sais que les difficultés n'en manquent jamais. Il y a eu un moment où vous avez même laissé votre bébé, je crois, d'une année pour aller étudier, poursuivre les études à l'étranger. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé jusqu'à ces stades. L'amour, la passion seulement de l'enseignement. Ah oui. J'ai été engagée à l'université en 2004 comme assistante. À la grossesse de 8 mois, on me dit je dois aller en France, mais il fallait d'abord faire ma maternité. J'ai eu l'enfant et à 2 mois, je devais partir. Ce n'est même pas une année, 2 mois. Non, 2 mois. Wow. Et à 2 mois, je laisse le bébé. Je laisse le bébé parce que j'ai eu une bourse. Papa. Je laisse le bébé auprès de ma mère. C'est en connivence avec mon mari. Et surtout pendant ce temps, je loue mon beau-père, paix à son âme. Il a beaucoup joué là-dedans. Pendant que mon mari, par moment, il disait, bon, tu peux pas, ainsi de suite. Mais j'avais toujours un beau-père qui me soutenait. Mais j'ai toujours regretté que j'ai fini, j'ai eu ma thèse et qu'il était déjà décédé. Et je regrette pour ça, mais il m'a beaucoup soutenu. Voilà, je laisse le bébé à l'âge de 2 mois. Je pars en France pour étudier. J'arrive là, c'est pas facile parce que je change de filière. Ici au Congo, j'ai fait le latin. J'arrive en France, le système n'est pas pareil. Là, il faut changer de filière et j'ai changé de filière. C'est-à-dire que je n'ai même pas goûté à cet amour-là de la France. Je n'ai pas goûté cette bonne vie-là, les merveilleuses villes de la France. Je n'ai pas goûté parce qu'il fallait se concentrer et il fallait rentrer au pays. Donc là, j'ai laissé un bébé de 2 mois. Je retourne, je le trouve à une année, pendant une année. Je retrouve avec 1 année et 4 mois. Je fais 3 mois avec le bébé. Après, je le laisse. Je le laisse, je rentre et je faisais ça. Je l'ai laissé toujours auprès de ma mère. Merci ma mère de pouvoir me garder le petit. Et j'arrive, je termine la première année, j'étais à Marseille. 2e année, il fallait changer la ville. Je change de ville. Donc quand on change de ville, on change d'habitude, on change tout, on est perdu. Alors la 2e année, c'était toujours ça. Et aussi l'éducation ici, c'est pas comme là-bas. Il y a la bibliothèque, il y a les ordinateurs, il y a tout. Aujourd'hui, je loue, les jeunes ont des ordinateurs, mais de notre temps, il n'y avait pas. Tout ce que, quand moi je partais, tout ce que je savais, c'est que mon mail. Alors tu arrives là, on te donne tout dans ta chambre, machine, tout et tout, imprimante, et tu dois apprendre de toi-même.
Il y a des moments où je me retrouve tout au début. Je pleurais seule dans la chambre et j'appelais mon mari, mais il me dit, mais tu pleures pourquoi? Je dis, je suis devant l'imprimante, le bouton, je fais comment? Non, mais je vous dis. Mais non, le pourquoi? Quel pourquoi? Oui, non, mais c'est la science, écoute. Oui. C'est la science, mais je vais te répondre. C'est la science. Alors, on est en difficulté. Et toutes les difficultés là, nous les avons remontées. On remonte et on est en difficulté à gauche, à droite, on change de ville, les mêmes difficultés. Mais c'était de l'abnégation. Et aussi cette passion-là de l'enseignement. Bien sûr que ça ne payait pas quand j'étais assistante, effectivement, ça ne payait pas. Mais on est là, au four et au moulin. Après, j'ai eu mon 2A, je pars à Nice. 2 ans, 3 ans après, on coupe la bourse, je reste au pays. Tout en étant au pays, je devais payer le Minerva, là c'était 900 €. Et 900 €, mon mari était agent de l'État, moi-même ça n'arrivait pas. Mais on forçait pour payer quand même de l'autre côté. En fin de compte, j'ai obtenu cette thèse. Je rentre au pays, c'est pas tout. Quand vous rentrez au pays... Dès que vous rentrez là, vous ne devenez pas directement professeur. Non, on ne devient pas professeur. Bon? On rentre parce qu'il faut, pour être professeur, il faut être nommé. Mais je rentre au pays. Je pouvais bien rester en Europe parce que j'ai eu des amis quinois qui étaient restés. Et quand, le jour, je me rappelle, le jour où je devais rentrer, les gens me disent, mais Irène, tu vas où? Je dis non, mais je rentre au pays en enfer. Je dis mais oui, je rentre en enfer. Je rentre dans mon pays. Et moi, j'étais fière. J'étais fière de rentrer dans ce pays. Je me rappelle en 2012, j'étais grosse. J'étais partie avec une grossesse de 3 mois. Dans mes calculs, je me disais, comme je vais faire 3 mois, je rentrerai avec ma grossesse de 6 mois. Mais non, l'homme propose, Dieu dispose. J'arrive là, je fais le retard, le billet, tout et tout. Je devais rentrer à 8 mois de grossesse. Et là, à l'agence, on me dit, non, tu ne rentres pas. Tu ne peux pas rentrer au pays avec 8 mois. Mais moi, je vous dis, j'étais à la préfecture, fière de moi-même. Je dis, je ne fais pas le bébé ici, je rentre. Il faut voir les amis qui étaient en Allemagne. Mais Reine, tu es folle ou quoi? Non, mais attends. Vous savez quoi dans ma tête? Il fallait que je montre aux Blancs qu'il y a quand même des Africains qui aiment leur pays. Pour moi, il fallait rentrer. Mais je devais avoir 8 mois. Bon, on me dit, dans le vol, il faut que je trouve 3 médecins pour rentrer avec. Je rate le premier vol, deuxième vol, troisième vol. Madame, tu tiens? Je dis, je tiens. Allez, signez les documents. J'ai signé le document. Allez, j'étais embarqué, je rentre au pays. Voyez un peu, ça signifie là-dedans, il y a de l'abnégation, il y a aussi cette passion. Alors quand on rentre au pays, on n'est pas bien payé, ainsi de suite, les difficultés, mais nous rentrons. Mais moi, ma joie aussi, c'est de voir mes étudiants. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas commerçante, mais je donne le cours de français et je mange grâce à ça. Je donne cours à l'université en architecture, en polytech, en architecture, en ESI, en PU. Je donne cours à Malkia, je donne cours en statistique. J'ai pas de bande chez moi. J'ai pas de bande, je fais tout seul et je m'organise. Même quand je dois aller à Kasenga, quand je pars à Kasenga, je fais 2 semaines. Même quand je pars à Kasenga, je fais 2 semaines. Je laisse la maison avec mon mari, les enfants et mon petit frère qui m'aide souvent, mes petits frères, je vous salue en passant, qui m'aident toujours pour les travaux ménagers. Moi, je m'organise. Quel est le regard qu'ont ces étudiants-là sur un professeur, voilà, on va dire sur une professeure, parce que vous êtes femme, pas nécessairement vous, mais les professeurs femmes en général. C'est quoi le regard de ces étudiants? Bon, le regard des étudiants, c'est un regard admiratif, hein? Ils vous admirent, ils vous voient déjà toute jeune comme moi, professeur associé. On nous admire, mais le regard que nous avons plus, c'est toujours du côté de nos étudiants quand même, c'est un regard positif. De dire, waouh, même des femmes peuvent arriver à ce niveau-là. Mais du côté des étudiantes, c'est toujours un regard, parfois dédaigneux, hein. On regarde avec des... Mais c'est ça le regard de 2 dames que nous avons ici. Vous femmes ici, c'est toujours... Mais une professeure... Mais en fait, elles sont là, elles représentent, parce que peut-être les étudiantes n'ont pas eu les culot ou les courage de venir vers vous.
Parce que c'est un sujet, on essaye d'échanger. Non, mais je comprends bien. Mais non, vous admire, ne vous inquiétez pas de problème. En tout cas, moi personnellement, je vous admire. C'est impressionnant tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Et ça nous fait tout. Non, mais je comprends bien. Vous avez combien d'enfants maintenant? Et celui-là, c'était les premiers quand vous êtes allé en France? Oui, quand je reviens avant la thèse, j'ai eu la deuxième. Je n'ai que 2 enfants. Vous n'en avez que 2? Oui, j'ai que 2 enfants. Ça signifie tout ça là. Oui. Quel sacrifice! C'est vraiment un grand sacrifice. Quel sacrifice! Donc nous sommes sacrifiés. Mais pour avoir des enfants, on se sacrifie. Tu peux avoir ton ami, ton mari, là, vous parlez au salon, mais il y a des choses que tu dois écrire. Tout de suite, tu le laisses. Hein? Ouais. Mon cher, attends-moi d'abord, j'ai 2 phrases à cocher quelque part. Non, ça suffit. Les maris des professeurs, il faut aussi les louer. Bravo, ce sont des grands hommes. Mais professeur, est-ce que ça vous aide aussi à un moment? C'est pourquoi nous voyons que les femmes aussi professeurs divorcent trop. Divorce? Oui. Je n'ai jamais vu des professeurs femmes qui divorcent. Vous êtes trop occupée à la science qu'à votre mari. Non, mais attends, nous avons des femmes professeurs. Beaucoup sont mariés. Hein? Ne vous en faites pas. Nos hommes nous encouragent. Et surtout, qu'est-ce que j'ai déjà remarqué? Du côté surtout de nos assistantes et chefs des travaux. Quand les maris ne les aident pas, elles n'avancent pas. C'est fou que tu aies un mari vraiment qui te comprend et qui sait ton rôle. Ma femme est enseignante, il y a ça et ça, je ne peux pas faire. Non, nous avons des anges, nos maris sont des anges. Merci beaucoup, on les applaudit. On va finir cette émission. Il y a 2 petites dernières questions. Oui, la première, c'est aussi, vous vivez dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, voilà, il y a peu de professeurs femmes, il y a plus de professeurs hommes. C'est quoi la relation que vous avez entre vous en tant que professeur? Voilà, déjà dans la ville de Lubumbashi, nous avons 35 professeurs femmes. Wow. La faculté, 60, depuis 1960, hein, donc 63 ans d'indépendance. Hein. Nous n'avons que 35 profs femmes et la faculté qui a beaucoup de femmes, c'est la faculté de médecine. Forte, hein? Nous avons 8. Après la faculté de médecine, la faculté des lettres, nous avons 6. Mais nous avons la grande faculté, la seule faculté au masculin. La fac de droit, c'est 0. On n'a pas de profs. 63 ans après. Vous vous rendez compte? Et nous avons la faculté d'économie. En économie, nous n'avons qu'une seule femme. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a même des facultés où on n'a pas de femmes. Ça signifie que le combat doit être grand et lourd. Quoi. Donc, nous avons des facultés où il n'y a pas de femmes. Mais quelles sont les relations avec, entre collègues? Chers collègues, je vous salue et je vous aime bien. Ils vous comprennent pas. Ce sont les hommes. Hein? Et surtout que nous sommes en Afrique. Et surtout que nous sommes au Congo, tout est culturel. Tout est culturel. Tout à fait. Mais il y a des hommes qui vous acceptent parce qu'il y a des hommes genrés, que nous appelons des hommes genrés, qui vous acceptent, qui vous comprennent. La femme, il faut la comprendre. Mais il y a des hommes qui ne vous acceptent pas. Qui vous appellent déjà, maman. Oui, mais déjà, moi, vous savez, surtout moi, je prends toujours les cas des assistantes et chefs de travaux. Vous voyez un peu, elles sont encore jeunes, elles ont à l'âge d'avoir des enfants. Mais c'est quand elles sont grosses, mais tout le temps, vous entendez des profs Irène. Ça, c'est la 40e grossesse de cette assistante. Et vous savez, avec ça, vous allez remarquer qu'à l'université, quand les assistantes sont grosses, les chefs de travaux, elles ne viennent pas. Mais moi, je vous dis, je suis allée en France et j'étais grosse de 8 mois. On ne m'a pas fait un cadeau de dire non, Irène est grosse, tu ne viens pas, tu ne présentes pas tes TP. Non, mais je vous dis, je travaillais bec et ongle. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux assistantes et chefs de travaux, écoute, la grossesse là n'est pas une maladie. Ah, prof Irène, tu es sûre? Je dis, mais non, mais attends. Moi, j'ai étudié en France avec cette grossesse. Mais c'est différent. Et puis là, non, mais attends. Et puis ici, c'est bien. Ici, c'est bien parce que vous avez des gens qui vous aident et tout et tout. Mais de l'autre côté, on ne tient pas compte de votre situation. Vous êtes étudiante, vous travaillez comme tout le monde. Alors ici, déjà, quand les femmes voient que les hommes, c'est 40e, ah, madame, chaque année, vous voyez un peu avec des paroles pareilles. Et ça décourage les assistantes enceintes. Au moment où elles doivent travailler normalement, elles ont 2 mois de congé. Mais généralement, à l'université, c'est quand elles voient que cette rondeur-là commence, on remarque ça, elles arrêtent. Et quand on arrête, et même on arrête la recherche, du coup,
on ne sait pas passer de promotion. Alors, donc les hommes doivent accepter que de trouver normal. Et moi, je vous dis, quand j'étais grosse en Europe, j'étais quand même une femme, une étudiante la plus chouchoutée de tous. Parce que tout le temps, c'est « Ah, comment tu vas? C'est un homme, c'est un garçon, c'est une fille, et tu vas la nommer comment ?» Mais tout le monde s'y intéressait. Mais regardez ici chez nous, c'est par la fenêtre qu'on vous regarde, par le dos de la porte. Elle est là, madame, chaque année. On demande, c'est la quantité de grossesse. Alors, un petit mot à toutes ces filles qui vous regardent dans ces moments, qui vous admirent, qui voudraient être comme vous, voilà, qui se disent j'aimerais être professeur. Un petit mot d'encouragement parce que je sais que les parcours c'était vraiment lourd, c'est du lourd. Mais bon, heureusement que vous êtes déjà professeur et puis maintenant vous mangez aisément le fruit de ces parcours-là. C'est pas possible. À toutes ces filles qui vous donc, surtout à toutes les étudiantes, nous vous encourageons. Nous vous encourageons de venir dans cette carrière. C'est pas que nous n'avons que des femmes célibataires, non. Une professeure, c'est vrai, même le mari qui vous prend en mariage là, il sait qu'il a affaire à une femme. Une femme au vrai sens du mot. Donc une femme au vrai sens du mot, ça signifie venez dans notre métier, il y a des femmes qui sont mariées, il y a tout le monde. Mais venez, la recherche, parce que pour que ce pays aille de l'avant, nous avons besoin de la femme. Et c'est vous, étudiantes, qui allez changer ce pays. Donc venez dans notre carrière. Notre carrière demande beaucoup de l'abnégation, du sacrifice, de l'amour de l'autre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que la carrière demande, mais soyez courageuses. Et il faut être des femmes perspicaces pour venir vers nous. En attendant, je jette des fleurs à nos assistantes qui se battent, bec à ongle pour finir à suivre les cours, ainsi de suite, dans leurs conditions, grosses ou pas grosses, problème de mariage, elle se dit, le fiancé, ainsi de suite. Chères femmes, mettez-vous debout et venez. Venez, nous vous accueillons, et surtout l'association Sophie Kanza. Aujourd'hui, l'association travaille beaucoup sur les assistantes et chefs de travaux pour les amener quand même à finir leur mémoire, leur DEA et d'être comme nous. Ça fait la fierté du pays. Ça fait la fierté déjà. Mais professeur, parlons un peu de la rémunération. Est-ce que l'enseignement en République démocratique du Congo, ça paye? Est-ce que vous retrouvez? Non mais attends, je vis avec ce que j'ai, hein, je suis fière. Je vis avec le peu que j'ai. Je vis. Mais l'enseignement, vous savez que c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour les enseignants, c'est dur pour les autres. Au moins, nos chers politiciens, où vous allez bien. Hein? Mais nous vous disons que c'est dur. Mais on se bat avec ce qu'on a, mais on arrive quand même à vivre. Avec nos peu de moyens. Et nous sommes fiers de notre beau métier, l'enseignement. Je salue tous les enseignants qui nous suivent pendant ce temps. C'est dur, mais ça, c'est notre beau métier. Merci beaucoup, votre beau métier, l'enseignement. En tout cas, merci beaucoup, prof Irène. Vous avez été d'une importance très capitale. On va terminer cette émission avec vous, madame Nelly. On va parler aussi de votre masterclass, hein, parce que rapidement, on en parle et puis on va clôturer cette émission. Enfin, c'est ça, oui. Donc, tous les mois maintenant, ici à Lubumbashi, je donne des cours je donne des formations en leadership vertu parce que je pense que c'est un besoin. Les gens en ont besoin, même sans se rendre compte qu'ils ont besoin de cette formation. Voilà pourquoi, une fois par mois, j'organise ça sur Capena. Et ce mois-ci, ça sera le 22 avril, c'est-à-dire ce samedi, nous avons une formation en leadership vertu. En tout cas, vous êtes invités, chers téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci vraiment à l'ensemble de l'équipe qui nous a réalisé. Nous avons un grand merci à Madame Rebecca Faïla Kiwele qui nous a réalisé de l'autre côté de la baie vitrée. Professeur Irène, j'allais dire maman Irène. Professeur Irène, merci beaucoup. Et félicitations à vous, on vous admire beaucoup. Nous, quand je parle de nous, moi, Nima Naomi, nous vous aimons beaucoup. Il ne faut pas généraliser. Moi, personnellement, je vous aime. J'ai dit nous dans le sens que nous, moi, Mima, on va parler après. Voilà, après l'émission, vous allez parler. Merci, chers téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous de vous servir en ces jours. Et nous allons vous retrouver demain avec un nouveau numéro. Nous espérons qu'à travers cette émission, vous allez vous retrouver les qualités, les défauts, voilà, tout ce qu'il faut pour que vous sachiez si vous êtes leader ou vous ne l'êtes pas. Merci beaucoup et courage à toutes les filles qui aimeraient plutôt être voilà, professeurs. Vous êtes les bienvenus, comme le professeur l'a dit. Merci, à demain. Merci.